Le cours que nous allons voir ensemble concerne le monde microbien. Toute la première partie que nous venons de voir concernait toute une série de définitions concernant à la fois la microbiologie et les principaux microbes, les prokaryotes, les eucaryotes, les virus et les agents non conventionnels. La deuxième partie que nous allons voir maintenant considère plus la dynamique des microbes, ce que j'appelle la vie des microbes. Le chapitre 5 va revenir sur des données essentielles concernant la cellule microbienne, la cellule prokaryotique. Nous verrons quelques généralités, puis ensuite la structure de la paroi et les membranes, très rapidement le cas particulier des archébactéries, et enfin nous finirons par la cellule eucaryote. Cette diapositive vous résume les différentes structures bactériennes. Tout d'abord, la membrane cytoplasmique. La bactérie est une cellule prokaryotique et a donc une membrane. Il s'agit d'une barrière perméable, sélective, impliquée dans le transport des éléments nutritifs. Ce transport est médié par des perméases. C'est également au niveau de cette membrane que se localisent plusieurs processus métaboliques, dont les métabolismes énergétiques. Deuxièmement, le matériel génétique, constitué d'un seul chromosome, ADN double brun. Les ribosomes, comme vous le savez, sont impliqués dans la synthèse des protéines et ont une localisation cytoplasmique. Le cytoplasme de la bactérie a une pression osmotique très élevée. À ce niveau se situe le matériel génétique, impliqué dans la réplication de l'ADN, et les ribosomes, impliqués dans la synthèse des protéines. L'élément le plus spécifique d'une cellule prokaryotique, d'une bactérie, est la paroi cellulaire. Cette diapositive vous résume les différentes structures bactériennes. Tout d'abord, la membrane cytoplasmique. La bactérie est une cellule prokaryotique et a donc une membrane. Il s'agit d'une barrière perméable, sélective, impliquée dans le transport des éléments nutritifs. Ce transport est médié par des perméases. C'est également au niveau de cette membrane que se localisent plusieurs processus métaboliques, dont les métabolismes énergétiques. Deuxièmement, le matériel génétique, constitué d'un seul chromosome, ADN double brun. Les ribosomes, comme vous le savez, sont impliqués dans la synthèse des protéines et ont une localisation cytoplasmique. Le cytoplasme de la bactérie a une pression osmotique très élevée. À ce niveau se situe le matériel génétique, impliqué dans la réplication de l'ADN, et les ribosomes, impliqués dans la synthèse des protéines. L'élément le plus spécifique d'une cellule prokaryotique, d'une bactérie, est la paroi cellulaire. Voyons maintenant la structure la plus spécifique des bactéries, la paroi bactérienne. C'est une structure vitale pour la bactérie. Excepté certaines bactéries, comme par exemple les mycoplasmes et quelques archébactéries, la plupart des bactéries ont une paroi qui est le support de la rigidité et de la forme bactérienne. Elle a donc un rôle de protection évident. Ainsi, la paroi est une structure propre aux bactéries dont la biosynthèse sera une cible privilégiée de certains antibiotiques. Les différences dans la structure de la paroi peuvent être mises en évidence par une coloration tout à fait intéressante, la coloration de Gram. La coloration de Gram, le mot Gram vient du nom d'un médecin danois qui l'a mis au point en 1884, est fondée sur une coloration au violet de gentiane du cytoplasme bactérien. Le lugol est un mordant qui renforce cette coloration. Puis intervient une étape de décoloration à l'alcool acétone qui n'est effective que chez les bactéries à Gram négatif. Celles-ci seront décolorées à l'inverse des bactéries dites Gram positif qui gardent la coloration du violet de gentiane. Une dernière étape consiste à recolorer les bactéries à Gram négatif par la fuchsine. Comme le montre l'image,
la paroi des bactéries gram-négatifs montre une structure très différente de la paroi des bactéries gram-positifs. Elle possède une membrane externe en plus du peptidoglycane, structure qui est commune au gramme plus et au gramme moins. Celui-ci est très fin, puisque sa taille moyenne n'est que de quelques nanomètres, avec souvent seulement une ou deux couches de la structure montrées plus haut. À ce stade, il y a donc deux différences essentielles entre les bactéries gram-négatifs et gram-positifs. Chez les gram-négatifs, la présence d'une membrane externe, une couche de peptidoglycane fine. À l'inverse, chez les bactéries gram-positifs, absence de membrane externe et une couche de peptidoglycane beaucoup plus épaisse. Cette image vous montre deux bactéries. À gauche, Bacillus subtilis, une bactérie gram-positif ou gram-positive, et à droite, l'image, une coloration au gramme de Escherichia coli, une bactérie typique gram-négatif ou gram-négative. Commençons par décrire la structure de la paroi des bactéries à gram positif. La paroi des bactéries à gram positif est constituée seulement d'une couche homogène de peptidoglycane, appelée encore muréine ou mucopeptide, de 20 à 80 nanomètres d'épaisseur, située à l'extérieur de la membrane cytoplasmique. Se greffent sur le peptidoglycane différentes structures, telles que acide técoïque, polyosides et protéines. Le peptidoglycane est un constituant particulier des bactéries, absent des cellules végétales et animales. C'est un réseau maillé, tridimensionnel, rigide, mais cependant poreux, au travers duquel les substances vont pouvoir diffuser. La paroi des bactéries gram-négatifs est plus complexe. Elle possède une membrane externe en plus du peptidoglycane. Cette paroi est constituée d'une couche de peptidoglycane de 3 nanomètres d'épaisseur, entourée d'une membrane externe de 7 à 8 nanomètres d'épaisseur. Cette membrane externe qui entoure la cellule ressemble à une membrane biologique classique, double couche de phospholipides, incluant des protéines, notamment des porines pour le passage des nutriments par exemple. Mais la couche externe de cette membrane externe contient une molécule très particulière, appelée le LPS ou lipopolysaccharide ou encore endotoxine. Le LPS est spécifique des bactéries gram-négatives et comme son nom le laisse penser, le LPS possède une partie lipidique, le lipide A. Cette partie hydrophobe possède aussi l'activité toxique que montre la molécule. Par exemple, elle provoque de la fièvre. Le reste du LPS est uniquement glucidique, avec la partie centrale appelée corps, avec de nombreux glucides rares, avec 7 carbones par exemple, et la partie la plus externe, appelée encore antigène O. L'antigène O est très variable chez les bactéries gram-négatifs, et cette diversité est par exemple utilisée pour le typage de certaines bactéries comme les Salmonella. La membrane externe crée une barrière imperméable, comme la membrane plasmique, qui délimite, enfermée par ces deux membranes, ce qu'on appelle l'espace périplasmique. Cet espace périplasmique est riche en enzymes. Les autres structures que j'aimerais vous décrire vont être des éléments spécifiques de la cellule prokaryotique. Par exemple, les pili. On en distingue deux sortes. Les pili communs, appelés encore des fimbriers, sont courts et, comme je vous le disais auparavant, ont un rôle de l'adhésion des bactéries sur les cellules ou sur les tissus. Les pili communs sont donc considérés comme des facteurs de virulence pour les bactéries en vue de s'implanter au sein d'un organisme. Les pili sont codés par le chromosome ou les plasmides. Deuxième type de pili, les pili sexuels. Ils sont beaucoup plus longs et ont un rôle dans l'échange d'ADN entre deux bactéries, notamment échange d'ADN plasmidique. Ces pili sexuels sont également codés par des plasmides particuliers. On retrouve également certains éléments facultatifs, c'est-à-dire des éléments qui ne sont pas systématiquement présents chez toutes les bactéries. C'est le cas des flagelles.
En effet, de nombreuses bactéries sont mobiles dans leur environnement et cette mobilité est le plus souvent due à cette structure particulière qu'est le flagelle. Les flagelles sont de longs et fins appendices d'environ 20 nanomètres d'épaisseur et de longueur variable, 3 à 10 fois la longueur de la cellule bactérienne, ayant une extrémité libre et l'autre enchâssée dans les enveloppes cellulaires. En microscopie optique, à l'état frais, ils sont invisibles, et seuls les mouvements bactériens qu'ils provoquent sont perçus. C'est bien sûr la microscopie électronique qui permet la meilleure observation des flagelles, comme par exemple sur l'image de droite, qui considère les flagelles d'une bactérie extrêmement populaire, appelée Helicobacter pylori, la bactérie associée aux ulcères de l'estomac. Le nombre et la position des flagelles sont très variables selon les bactéries. On distingue deux grands types d'organisation, une organisation polaire, avec différentes variantes, et une organisation péritriche. Dans le cas de l'organisation péritriche, le nombre de flagelles peut varier en fonction des conditions environnementales. Polaire signifie que le ou les flagelles sont attachés à une ou aux deux extrémités de la bactérie, et péritriche, insertion des flagelles en plusieurs points tout autour de la bactérie au repos. Le composant de nombreux flagelles est la flagelline, qui est une protéine dotée d'un pouvoir antigénique puissant. On lui donne le nom d'antigène H. À ce stade, on peut déjà associer certains éléments structuraux des bactéries à des facteurs de virulence impliqués dans le pouvoir pathogène de certaines bactéries. Par exemple, premièrement, le LPS ou antigène O ou endotoxine, des bactéries gram-négatifs que nous avons vus juste précédemment, mais également le pouvoir toxinogène de toxines excrétées par les bactéries gram-positifs. Ensuite, le pouvoir de colonisation et de multiplication qu'ont les pili, notamment les pili communs, et les flagelles, organes de mobilité qui permettent à la bactérie de se mouvoir au sein des liquides. Et enfin, la capsule, qui est impliquée dans la résistance à la phagocytose. On voit en bas à droite une coloration d'une bactérie capsulée. Avant de passer à la cellule eucaryote, juste une précision. Tout ce que nous avons vu avant concerne la structure des eubactéries. Les archébactéries, qui sont des bactéries des environnements extrêmes, sont des bactéries que nous n'aurons pas le temps de préciser lors de ce cours. En effet, ces bactéries ont des caractéristiques, notamment au niveau de la paroi, très différentes. Passons maintenant à la cellule eucaryote, et en commençant par les organismes eucaryotes unicellulaires appartenant aux protistes. Quelques précisions sur leurs origines. La cellule eucaryote des protistes est née de ce qu'on appelle l'incroyable symbiose, c'est-à-dire l'acquisition de certains organites par endosymbiose des futurs protozoaires. La cellule eucaryote des protistes, ainsi, a vu apparaître, au cours de son évolution, une surface cellulaire flexible, apparition d'une enveloppe cellulaire et apparition de vésicules digestives. Tous les protistes sont en effet des eucaryotes qui ont évolué à partir des prokaryotes, selon le schéma de l'origine de la cellule eucaryote, appelée théorie symbionte. Pour expliquer cette théorie symbionte, tout d'abord, comprenons qu'une grosse cellule, amoeboïde, prokaryote, incapable de respirer, phagocyte de petites cellules prokaryotes aérobies, capables de transformer notamment le glucose en gaz carbonique et en H2O. Puis les petites cellules continuent de fonctionner à l'intérieur de leur prédateur et ainsi s'établit une symbiose mutualiste. Celles-ci se spécialisent ensuite et avec le temps deviendront les mitochondries. C'est ce que beaucoup de scientifiques appellent le grand rendez-vous de l'histoire. Puis de nouvelles incorporations de cellules prokaryotes ont lieu, capables de photosynthèse, notamment des bactéries proches des cyanobactéries actuelles. C'est ainsi que sont apparus les chloroplastes des cellules végétales.
Une des grandes différences de la cellule eucaryote par rapport à la cellule prokaryote est l'apparition d'une surface cellulaire flexible. Durant cette évolution, il y a eu donc perte de la paroi cellulaire solide, rigide, de la cellule prokaryotique, puis apparition d'une surface cellulaire souple, la membrane plasmique. Comme le montre l'image de gauche, des repliements internes de la membrane plasmique apparaissent, repliements qui augmentent la surface de la cellule sans accroître son volume. Ceci permet ainsi les échanges de matériaux avec l'environnement et permet la nutrition par endocytose, c'est-à-dire inclusion de particules. Durant cette évolution, apparaissent également des systèmes de régulation osmotique flexibles. Le concept de vacuole contractile, comme le montre l'image à droite. Cette vacuole contractile aide la cellule à survivre dans des environnements aquatiques hypoosmotiques. L'exemple typique qui est souvent donné est l'exemple de la paramécie, chez qui des vacuoles contractiles évacuent l'eau en excès. Comme l'indique la figure, des canaux aspirent l'eau du cytoplasme, l'eau passe des canaux dans la vacuole, le pore s'ouvre et la vacuole se contracte. La contraction de la vacuole fait sortir l'eau de la cellule. L'évolution également fait apparaître les vacuoles nutritives, qui permettent la gestion de particules de nourriture solide, puis digestion à l'intérieur de vacuoles alimentaires responsables de la nutrition et de l'excrétion. La figure de droite montre ainsi l'exemple d'une paramécie ingérant des levures. Une vacuole alimentaire se forme autour des levures, puis ensuite la digestion, et enfin une excrétion des déchets. C'est un très bon exemple d'hétérotrophie par ingestion. En résumé, on peut dire que la cellule des protistes peut être considérée comme une cellule totipotente ou multipotente. Ainsi, une cellule unique remplit à elle seule toutes les fonctions vitales, nutrition, respiration, excrétion, locomotion, régulation osmotique et reproduction. Ceci explique la très grande diversité chez les protistes, qui reflète une grande variété des plans d'organisation, ce qui permet de les classifier en 3 phylums, basés fondamentalement sur leur locomotion, par cils, flagelles ou pseudopodes. Le mode de vie des protistes est également très varié. Il peut s'agir d'organismes libres, comme on l'a vu par la paramécie, de symbiotes ou de parasites. D'où l'intérêt de nombreux protistes en pathologie humaine et vétérinaire. Ce tableau vous montre ainsi la classification des protistes en phylums, sous-phylums et les caractéristiques avec quelques exemples. Ainsi, dans les protistes avec flagelles et ou pseudopodes, on pourra distinguer les amibes, notamment les amibes pathogènes pour l'homme, dont quelques exemples vont vous être donnés par la suite, les giardia, agents de diarrhée intestinale, et le trypanosome, l'agent de la maladie du sommeil. Deuxièmement, les protistes avec cils et 2 noyaux, l'exemple de la paramécie que nous venons de voir, plus comme modèle, et enfin les protistes sans locomotion avec ce qu'on appelle un complexe apical. L'exemple type est donné par Plasmodium. Maintenant, nous allons voir quelques exemples. Tout d'abord, un exemple type de protozoaire Sarcodina, Entamoeba histolytica, que nous avons déjà vu au début du cours. Entamoeba histolytica est une amigue pathogène pour l'homme, associée à des diarrhées hémorragiques. Sur la photo, on voit très bien les vacuoles pulsatiles, que l'on a observées dans le modèle de la paramécie, les vacuoles digestives, le noyau, le cytoplasme et son cytosquelette, et la membrane plasmique. Cette fois-ci, un exemple de protozoaire flagellé, avec tube digestif. Un bon exemple est celui de Giardia intestinalis, impliqué dans des pathologies digestives chez l'homme. Une caractéristique de ce protozoaire flagellé
et l'existence de deux formes, une forme végétative et une forme de résistance appelée kyste. Ensuite, un exemple de protozoaire flagellé que l'on observe ici au niveau du sang, Trypanosoma brucei, l'agent de la maladie du sommeil, avec à droite le vecteur de ce protozoaire, la glossine ou mouche tsetse. Et dans le genre Apicomplexa, le sporozoaire avec son cycle asexué et sexué. L'exemple type que l'on peut donner est bien sûr le Plasmodium falciparum, un des agents du paludisme humain. Ce protozoaire, ou sporozoaire, est transmis par piqûre d'un moustique infecté. Chez l'homme infecté, on aura un cycle hépatique, puis un cycle sanguin. Le paludisme représente la plus grande endémie parasitaire au plan mondial. 2 à 3 millions de morts par an, surtout chez les jeunes enfants. La dernière partie de ce chapitre sera consacrée aux microbes appartenant au règne des champignons. Nous allons prendre comme exemple les champignons levuriformes, appelés encore levures. Les levures ont une paroi cellulaire entourant la membrane plasmique et protégeant la levure des agressions physico-chimiques du milieu extérieur. Sous la paroi, une membrane cytoplasmique composée principalement de phospholipides double couche, avec une partie hydrophile à l'extérieur et une partie lipophile à l'intérieur. Cette membrane contient aussi de nombreux complexes protéiques intrinsèques et extrinsèques dont les rôles sont variés. Par exemple, des enzymes, des protéases, mènent les transports de substances du milieu extérieur vers le milieu intracellulaire et ou inversement, avec ou non transformation du substrat durant le passage. Le noyau contient l'information génétique du génome et les mitochondries jouent un rôle important dans la respiration aérobie de la levure et la production d'ATP. À droite, vous avez donc deux images. En haut, une vue de Candida albicans, une levure pathogène pour l'homme, en microscopie électronique à balayage, et en bas, une coloration au gramme de cette même levure. Un mot du matériel génétique des levures. Il est constitué de plusieurs chromosomes. En effet, les levures sont des organismes eucaryotes et possèdent un noyau avec des chromosomes linéaires. Par exemple, chez les Saccharomyces, les chromosomes sont au nombre de 16, simples, ou 16 paires selon la forme haploïde ou diploïde de la cellule. Il existe des gènes de structure à information continue, comme chez les bactéries, et des gènes à information discontinue, appelés introns et exons, comme chez les organismes supérieurs. Par ailleurs, les gènes de régulation sont spécifiques des levures. Comme pour les prokaryotes, à côté des chromosomes, nous avons les plasmides. Il existe en effet dans le noyau des petites molécules d'ADN circulaire d'environ 6000 paires de bases, appelées plasmides, présents entre 50 et 100 exemplaires par cellule. Ces plasmides sont autoréplicables et autotransférables sans affecter la viabilité de la cellule. Ils portent l'information génétique de quelques caractères non essentiels à la viabilité de la levure. En revanche, ils ont un rôle considérable dans toutes les opérations de génie génétique, à l'instar des prokaryotes. Enfin, l'ADN mitochondrial. Chaque mitochondrie renferme plusieurs molécules circulaires d'ADN qui portent l'information de certaines enzymes de la chaîne respiratoire. Enfin, quelques mots sur la reproduction, qui est une reproduction sexuée chez la levure. Premier exemple, l'exemple des ascomycètes. Quelques levures, le Saccharomyces cerevisiae ou Candida albicans, qui se reproduisent par un processus sexué dans un asque résultant de la transformation d'une cellule après méiose. Les basidiomycètes, exemple le Cryptococcus, qui réalise une reproduction sexuée, cette fois-ci avec formation de basidiospores sur un baside. Nous allons revenir aux prokaryotes en étudiant le mode de vie des bactéries. Dans ce chapitre seront abordées des notions de croissance bactérienne, avec une définition des principaux paramètres de la croissance,
le caractère exigeant ou non exigeant des bactéries, et enfin un mot sur la sexualité des bactéries. La croissance bactérienne se définit comme l'accroissement ordonné et coordonné de tous les constituants du micro-organisme unicellulaire jusqu'à une dimension limite, qui normalement conduit à la division cellulaire par scission binaire. Il en résulte une augmentation du nombre d'individus et une augmentation de la masse cellulaire. Cette multiplication bactérienne conduit à la réplication du nucléoïde bactérien, c'est-à-dire le chromosome, suivi par la division cellulaire, résultant de l'allongement concomitant de la membrane cytoplasmique et de la paroi, avec formation d'un septome transversal qui partage les composants cytoplasmiques et sépare les deux nucléoïdes bactériens. Deux cellules filles identiques sont issues de la cellule mère. Ainsi, pour résumer, la croissance bactérienne consiste en une augmentation de la masse et de ses parties constituantes. L'augmentation de la masse signifie la croissance et l'augmentation des parties constituantes, la reproduction. La croissance bactérienne, c'est-à-dire les biosynthèses et le fonctionnement cellulaire, est dépendante de la composition de son environnement qui lui fournit toutes les substances indispensables et les conditions convenables à son développement. Ce schéma très simple vous montre les stratégies utilisées pour la bactérie afin d'assimiler les molécules biologiques. La bactérie possède plusieurs stratégies. Tout d'abord, elle utilise des macromolécules extracellulaires. À l'aide d'enzymes codées par la bactérie, elle va dégrader, transformer ces macromolécules en molécules plus simples qui pourront rentrer dans la cellule. Et à l'aide d'enzymes endocellulaires, ces molécules plus simples seront métabolisées en vue des besoins nutritionnels. Pour leur croissance, les bactéries, ou les micro-organismes en général, ont besoin d'énergie pour synthétiser la biomasse, pour réaliser un travail, mobilité, transport de substrats. La source d'énergie peut être la lumière, notamment dans le cas de la photosynthèse. Ceci concernera bien sûr les bactéries photosynthétiques. Cette source d'énergie est le plus souvent l'oxydation d'un substrat oxydable dit énergétique, donneur d'électrons, par une réaction d'oxydoréduction qu'on appelle chimiosynthèse. Ces espèces seront appelées chimiotrophes. La récupération de l'énergie sous forme d'ATP est liée soit à un transfert d'électrons par des chaînes de transport à partir d'un donneur vers un accepteur, soit à une phosphorylation au niveau du substrat. Après l'énergie, voyons maintenant l'importance de l'eau dans la croissance bactérienne. L'eau représente 80 à 90% du poids cellulaire de la bactérie. C'est un élément fondamental, solubilisant les nutriments, assurant leur transport et réalisant des réactions d'hydrolyse. D'autres facteurs interviennent dans la croissance des bactéries. Ce sont certaines conditions physico-chimiques, comme la température. Le domaine de température de croissance d'une bactérie est défini par les températures cardinales. La température optimale, avec un taux de croissance maximal, minimal et maximal. Exemple, les bactéries mésophiles peuvent se développer d'environ 5 à 45 degrés, avec un optimum entre 30 et 37 degrés. C'est le cas de nombreuses bactéries d'intérêt médical. Mais il existe également des bactéries thermophiles qui peuvent croître avec des optimums vers 50 degrés. C'est le cas de certains bacillus ou de clostridium. On distingue également des bactéries extrêmes thermophiles ayant une température optimale de croissance vers 70 degrés. C'est le cas de bactéries vivant près des sources d'eau chaude ou dans des volcans en activité. À l'inverse, on connaît des bactéries dites psychrophiles pouvant se développer entre moins 15 degrés à 20 degrés, avec un optimum vers 5 à 10 degrés. Le pH intervient également dans l'activité métabolique et la perméabilité membranaire. Les bactéries maintiennent un pH interne relativement constant, mais elles tolèrent de larges variations de pH. De nombreuses bactéries se multiplient préférentiellement à un pH neutre, entre 6,5 et 7,5. On connaît bien sûr des bactéries soit acidophiles, soit basophiles.
encore appelés alcalinophiles. Le rôle de l'oxygène a été défini dans un chapitre antérieur, juste pour vous rappeler que certaines bactéries ont besoin d'oxygène libre pour leur métabolisme. Lors de leur métabolisme énergétique, la récupération de l'énergie par des chaînes de transport d'électrons est liée à un accepteur final d'électrons qui est l'oxygène moléculaire. C'est la respiration des bactéries aérobie strictes. D'autres bactéries ne peuvent pas persister en présence d'oxygène libre, ce sont les bactéries anaérobies strictes, mais il existe d'autres bactéries pouvant croître en présence ou en absence d'oxygène. C'est le cas des anaérobies facultatives. D'autres bactéries tolèrent l'oxygène, mais leur croissance est meilleure en son absence. C'est le cas des bactéries anaérobies aérotolérantes. D'autres, enfin, tolèrent l'oxygène, mais à une teneur inférieure à celle atmosphérique. C'est le cas des micro-aérophiles, utilisant l'oxygène dissous. Voyons maintenant quelques éléments sur les exigences nutritives des prokaryotes. 6 macroéléments représentent environ les 95% du poids sec de la bactérie. Ce sont le carbone, l'azote, l'oxygène, l'hydrogène, le phosphore et le soufre, constituant des acides nucléiques, glucides, lipides et protéines. D'autres ont une moindre importance quantitative, par exemple le potassium, le magnésium, le calcium et le fer. Voyons par exemple les besoins en carbone. 2 groupes de bactéries existent quant à l'assimilation du carbone, notamment dans l'intégration dans la biomasse. Des bactéries utilisent comme source unique ou principale de carbone un carbone minéral, comme le gaz carbonique CO2. Ce sont les C-autotrophes. La réduction du carbone à partir de l'anhydride carbonique demande beaucoup d'énergie et de nombreuses bactéries ne peuvent effectuer cette transformation. Celles qui utilisent comme source de carbone un composé organique, préformé et réduit par d'autres organismes, sont les C-hétérotrophes. Enfin, il existe des composés organiques nécessaires comme constituants cellulaires ou comme précurseurs de composants cellulaires que la bactérie est incapable de synthétiser. C'est le cas des nutriments spécifiques, encore appelés facteurs de croissance. Ces bactéries, ayant un certain caractère d'exigence, sont appelées auxotrophes pour ce composé. En revanche, les bactéries qui peuvent les fabriquer sont dites prototrophes. Une des applications de ce que nous venons de voir concerne les milieux de culture. Les bactéries peuvent se développer dans leur environnement naturel ou bien dans des milieux de culture au laboratoire. Le but de ces milieux est d'apporter un mélange équilibré de tous les nutriments requis à des concentrations qui permettront une bonne croissance de ces bactéries. Ces milieux peuvent être favorables à la croissance de nombreux micro-organismes ou bien en ajoutant des substances inhibitrices comme des colorants, des antibiotiques ou des antiseptiques. Ils peuvent être sélectifs et empêcher le développement de certains groupes bactériens. Il existe 2 types essentiels de cultures. Tout d'abord les cultures en milieu liquide, qui sont souvent utilisées pour des cultures monomicrobiennes. Les bactéries peuvent ainsi se déplacer librement par diffusion ou par locomotion, et après un certain temps d'incubation, donner un trouble visible à l'œil nu. Le deuxième mode de culture est une culture en milieu solide, le plus souvent sur des milieux gélosés, comme l'agarose. Les bactéries donneront naissance à une population de bactéries formant une colonie. Chaque colonie étant issue d'une bactérie qui s'est divisée et forme ainsi un clone. Les microbiologistes peuvent aisément mesurer la croissance et la dynamique de la croissance au cours du temps. Différentes méthodes sont possibles, soit dénombrer directement les cellules bactériennes. Dans ce cas, l'évaluation peut être faite directement au microscope ou par des méthodes automatiques comme la cytométrie en flux ou des compteurs électroniques de particules. On peut également dénombrer des bactéries après culture. Dans ce cas-là, seules les bactéries viables vont être visualisées. On peut également mesurer le trouble par turbidimétrie, par densité optique. Quand on utilise une de ces techniques et qu'on mesure le logarithme népérien du nombre de bactéries au cours du temps, on observe ce qu'on appelle une courbe exponentielle de croissance.
Tout d'abord, une phase de latence. Le taux de croissance est alors nul. Il n'y a pas d'augmentation apparente du nombre de bactéries. Les bactéries s'adaptent aux nutriments et aux paramètres physico-chimiques. La durée de cette phase varie selon l'âge et le nombre initial des bactéries, selon la nécessité d'adaptation des bactéries au milieu. Puis ensuite vient une phase d'accélération. Tout d'abord, une phase exponentielle. Les bactéries se multiplient sans entrave, avec un taux de croissance maximal et constant. Cette phase, ne durant que quelques heures, correspond à une droite montrant la proportionnalité entre l'accroissement cellulaire, ou la biomasse, et la vitesse de croissance. La pente de la droite permet de calculer le taux de croissance. Pendant cette phase, le taux de croissance est caractéristique d'une espèce dans les conditions données. Ensuite, nous observons une phase de ralentissement, le taux de croissance diminue et tend vers zéro, puis apparaît la phase stationnaire de croissance. De nouveau, le taux de croissance est égal à zéro car l'environnement est devenu défavorable. Cette phase correspond soit à un équilibre entre le nombre de cellules provenant de la croissance et le nombre de cellules disparaissant par autolyse, soit à une persistance de bactéries vivantes en l'absence de toute multiplication. Enfin, une phase de déclin. Les bactéries ne se divisent plus et certaines meurent. Cette courbe de croissance sera détaillée plus tard lorsque nous aborderons la croissance bactérienne en présence d'antibiotiques. Souvent, les bactéries pathogènes pour l'homme sont des bactéries exigeantes et il faudra utiliser des milieux de culture capables d'une croissance de ces bactéries ayant des caractères d'exigence plus ou moins marqués. Les microbiologistes, principalement ceux qui font des diagnostics en microbiologie médicale, utilisent très souvent dans ce cas des milieux enrichis au sang et ils observent l'aspect des colonies qui peuvent être hémolytiques ou non hémolytiques, comme le montre la figure au-dessus. On peut également utiliser des milieux encore plus riches, appelés gélose-chocolat, qui permettent d'isoler certaines bactéries particulièrement exigeantes, comme le montre la figure du bas avec Haemophilus influenzae, un agent responsable de méningite chez l'homme. Cette photographie vous montre certaines bactéries, notamment des streptocoques, bactéries gram-positifs. En haut à gauche, des streptocoques alpha-hémolytiques avec une hémolyse incomplète. À droite, en haut, des streptocoques bêta-hémolytiques avec une hémolyse complète. Les streptocoques bêta-hémolytiques, par exemple, sont souvent associés à des angines. En bas à gauche, des colonies appelées mucoïdes, formant du mucus à la surface de la garrose. C'est le cas par exemple du pneumocoque, appelé encore Streptococcus pneumoniae. La figure de droite, en bas, montre des souches particulières de pneumocoques, cette fois-ci non muqueuses. Une des caractéristiques des micro-organismes, et des bactéries en particulier, est leur façon d'échanger leur matériel génétique d'une bactérie à l'autre. Ces transferts génétiques sont des mécanismes conduisant au transfert d'une information génétique dans une bactérie sous la forme d'un fragment d'ADN d'une autre origine. On peut avoir des mécanismes appelés transformation, ou bien d'autres appelés conjugaison, et enfin d'autres appelés mécanismes de transduction. La figure qui est devant vos yeux vous montre effectivement très bien le chromosome de la bactérie en rouge et les plasmides en bleu. Et nous verrons que la plupart de ces gènes, à la fois sur les plasmides ou sur les chromosomes, peuvent être échangés d'une bactérie à une autre. Tout d'abord, la transformation. La transformation bactérienne consiste en un transfert d'ADN libre, nu, en solution entre deux bactéries. Ce transfert est soit naturel, il s'agit d'un transport actif et spécifique, soit artificiel. Dans ce cas-là, il s'agit d'un transfert passif et non spécifique. Dans les deux cas, un fragment de matériel chromosomique est extrait d'une bactérie et introduit dans une bactérie réceptrice, puis intégré dans le chromosome de celle-ci. Il existe plusieurs conditions pour que cette transformation ait lieu. Tout d'abord, l'ADN transformant doit avoir une certaine taille, au moins 5 millions de Dalton, et être bicaténaire.
Deuxièmement, presque tous les caractères portés par le chromosome peuvent être transférés. Caractères métaboliques, caractères de virulence ou bien caractères de résistance aux antibiotiques. Enfin, la bactérie réceptrice doit être dans un état particulier, dit état de compétence, qui apparaît en général en fin de phase exponentielle de croissance et correspond à un complexe protéique de compétence. Selon les bactéries concernées, nous distinguerons tout d'abord la transformation naturelle. Dans ce cas, le transfert naturel d'ADN bactérien est limité à quelques espèces, parmi lesquelles Bacillus subtilis, un bacille gram positif, Haemophilus influenzae, un bacille négatif, les Neisseria, des cocobacilles gram négatifs, et Streptococcus pneumoniae. Deuxièmement, nous distinguerons la transformation artificielle, encore appelée induite. Cette technique permet de transférer différents types d'ADN, qui peuvent alors être double brin, comme un plasmide porteur de gènes bactériens ou provenant de cellules animales ou végétales, à des bactéries non transformables naturellement, comme Escherichia coli. Dans ce cas, les cellules peuvent être rendues artificiellement compétentes en les plaçant dans un milieu riche en ion calcium, par exemple, puis en les soumettant à un choc thermique. Le deuxième mécanisme de transfert de matériel génétique est la conjugaison. La conjugaison bactérienne consiste en un transfert de matériel génétique, total ou partiel, à sens unique, entre une bactérie donatrice, appelée mâle, et une bactérie réceptrice, appelée femelle, au cours duquel un contact direct est nécessaire. La mise en évidence de la polarité du phénomène est sous la dépendance d'un facteur de fertilité, appelé F ou plasmide F, présent chez les bactéries mâles, F+, et absent chez les bactéries femelles, F-. Chez les bactéries F+, le facteur F, constitué d'ADN extrachromosomique, bicaténaire et circulaire, se comporte comme un plasmide capable de se répliquer librement dans le cytoplasme. Sa taille représente environ 1% de celle du chromosome. Troisième mécanisme de transfert, la transduction. Dans ce cas, il s'agit du transfert de gènes bactériens d'une bactérie donatrice vers une bactérie réceptrice par l'intermédiaire d'un bactériophage, un virus de bactérie, appelé encore phage transducteur. Comme vous le savez déjà, les bactériophages sont des virus spécifiques des bactéries, et comme les virus des animaux, ils peuvent pénétrer dans une cellule, s'y multiplier en exploitant son potentiel de production de métabolites et d'énergie, puis provoquer la lyse de la bactérie pour être libérée dans le milieu extérieur. On distingue deux types principaux de transduction. Tout d'abord, la transduction généralisée ou non spécifique qui concerne n'importe quelle région d'un chromosome bactérien. Et deuxièmement, une transduction spécialisée ou spécifique qui implique un transfert limité à certains marqueurs. Le chapitre 7 va s'intéresser cette fois-ci à la génétique microbienne et génomique, en considérant d'une part les bactéries, puis les virus. Concernant les bactéries, le génome est constitué d'ADN. Cet ADN peut être soit chromosomique, un seul chromosome, ou bien extrachromosomique. Dans ce cas-là, on parle d'ADN plasmidique. Pour les virus, le cas est un peu plus complexe, puisque dans ce cas-là, le génome peut être soit de l'ADN, soit de l'ARN. Cette image vous remet en mémoire la structure d'un prokaryote, d'une bactérie. Pour rappel, de l'extérieur vers l'intérieur, une membrane externe, une paroi, une membrane cytoplasmique, encore appelée membrane plasmique, puis le cytoplasme. Dans le cytoplasme, la région du chromosome, un seul par bactérie, et les plasmides, 100 à 1000 copies de plasmides par bactérie. Les plasmides sont des éléments génétiques constitués par de l'ADN qui sont physiquement distincts du chromosome bactérien et qui se maintiennent dans la cellule dans un état stable extrachromosomique. On les trouve chez de très nombreuses bactéries, aussi bien à gram positif qu'à gram négatif. Comme nous l'avons vu, ils existent aussi chez les prokaryotes, notamment chez les levures et les protozoaires. Par opposition aux chromosomes, on les considère comme non essentiels, puisqu'ils peuvent être perdus par la bactérie sans altérer sa survie in vitro. Ces bactéries ont des applications importantes en clonage moléculaire et en génie génétique.
Beaucoup de plasmides comportent des gènes de résistance aux antibiotiques. Dans un grand nombre de cas, ces gènes de résistance se retrouvent sur des plasmides conjugatifs, ce qui entraîne une diffusion rapide de la résistance dans les populations bactériennes. Les plasmides portant des gènes de résistance sont souvent appelés plasmides R. Des phénomènes de recombinaison génétique se sont produits entre plasmides R au cours de nombreux transferts de plasmides d'une bactérie à une autre. Il est ainsi apparu des plasmides portant plusieurs gènes de résistance, conférant à la bactérie qui les porte une résistance à plusieurs classes d'antibiotiques. Dans ce cas-là, on parlera de multirésistance. Chez les bactéries, on remarquera également la présence d'éléments génétiques mobiles. Ces éléments sont capables de se déplacer au sein d'un réplicon, c'est-à-dire au sein d'un chromosome ou d'un plasmide, ou entre deux réplicons d'une même bactérie ou de deux bactéries différentes. Comme éléments génétiques mobiles, on peut citer les séquences d'assertion et les transposons. Les transposons codent pour des fonctions qui vont conférer à la bactérie qui les porte un phénotype particulier, par exemple une résistance aux antibiotiques. Les transposons sont classés en plusieurs groupes selon leur structure. Dans la plupart des cas, les transposons peuvent être échangés entre bactéries par conjugaison s'ils sont portés par un plasmide. De plus, il existe des transposons dits conjugatifs qui peuvent transférer directement sans transfert plasmidique. Ces transposons conjugatifs sont des segments d'ADN portant en général des gènes de résistance aux antibiotiques et qui codent pour les fonctions assurant leur propre transfert entre bactéries. Ils sont particulièrement présents chez les bactéries à Gram positif. Ces différentes possibilités de transfert font des transposons des éléments essentiels à la diffusion de la résistance aux antibiotiques dans les populations bactériennes, notamment dans les bactéries du tube digestif. C'est ainsi que les bactéries qui vivent sur notre corps, les commensales, que nous verrons plus tard, deviennent elles aussi résistantes. Abordons maintenant les génomes viraux. Comme nous l'avons dit précédemment, le génome des virus est constitué d'un seul type d'acide nucléique, de l'ADN ou de l'ARN, soit sous forme monocaténaire ou bicaténaire, soit linéaire ou bien circulaire, soit en une seule molécule, soit en plusieurs segments. Nous voyons ainsi que dans le cas des virus, le problème est plus complexe. Le génome viral est haploïde, c'est-à-dire qu'il n'existe qu'une seule copie de chaque gène, à l'exception du génome des rétrovirus, qui contient deux molécules identiques d'ARN. Dans ce cas-là, on parle de génome diploïde. La figure à gauche, en bas, vous montre le cas du VIH, le virus de l'immunodéficience humaine, avec son enveloppe, sa capside, et ses deux molécules d'ARN identiques. Selon la taille du génome, le nombre de gènes peut aller de 4 à plus de 200 gènes, codant pour autant de protéines. Celles-ci sont des protéines structurales, constitutives du virus, et des protéines non structurales qui interviendront lors du cycle de multiplication intracellulaire du virus, mais qui ne sont pas incorporées dans le virion. L'image en haut à gauche, comme exemple, vous montre le virus de la rage. Nous distinguons ces protéines structurales, les glycoprotéines d'enveloppe, la protéine de matrice M, la nucléocapside en hélice et l'ARN négatif, formant un axe creux. D'après ce que je viens de vous dire, on va distinguer les virus à ADN et les virus à ARN. Les virus à ADN ont un génome généralement bicaténaire, exception les parvoviridés. La taille du génome s'échelonne entre 3200 paires de bases pour le virus de l'hépatite B, donc un petit virus, à 375 000 paires de bases pour les poxvirus des insectes. Cet ADN est généralement linéaire, mais il y a des exceptions, par exemple celui du virus de l'hépatite B qui est circulaire et partiellement bicaténaire. Une image du virion de l'hépatite B vous était montrée dans un chapitre antérieur.
La constitution des génomes de grande taille est complexe. Certains contiennent des séquences répétitives, internes, ou bien séquences répétitives aux extrémités du génome. Deuxièmement, des régions codantes, appelées cadres de lecture ouvertes, ou encore ORF, soit Open Reading Frame, et des régions non codantes qui interviendront dans le déroulement du cycle de réplication. Enfin, certains génomes, sous une forme circulaire, ont la capacité de s'intégrer dans le génome de la cellule hôte. C'est le cas du virus de l'hépatite B ou encore du virus d'Epstein-Barr. Les virus ARN ont leur génome généralement monocaténaire, sauf les réoviridés, famille importante dans laquelle nous retrouverons le rotavirus, agent de diarrhée chez les enfants. La taille du génome est plus petite, en général, elle varie de 1700 nucléotides à 27 000 nucléotides pour les réoviridés. L'ARN est généralement linéaire. Certains virus ont un génome segmenté, comme les virus de la famille des orthomyxoviridés, dans lequel se trouve le virus de la grippe. Virus à génome segmenté à 7 ou 8 fragments, ou bien chez les bougnaviridés à 3 segments. Cette structure fragmentée de l'ARN favorise les recombinaisons et les réassortiments génétiques entre des souches différentes. Ceci a des conséquences importantes sur l'épidémiologie d'une infection, par exemple celle de la grippe. Sur le plan structural, les génomes linéaires et monocaténaires diffèrent entre eux par leurs extrémités 5' et 3'. L'extrémité 5' peut être soit libre, soit coiffée, ou liée à une protéine. Quant à l'extrémité 5', elle peut être soit libre, soit polyadénylée. Comme dans le cas des virus à ADN, certains génomes ARN contiennent des séquences répétitives, des régions codantes et des régions non codantes. Il existe un cas particulier dans le cas des virus ARN. Ce cas particulier concerne la polarité. L'ARN viral simple brun se présente sous forme soit d'ARN de polarité positive, appelé ARN+, soit d'ARN de polarité négative, ARN-. Ceci signifie que l'ARN+ a le même sens qu'un ARN messager, il se comporte comme un messager, et ce génome peut être traduit directement en protéine virale par la cellule. Dans ce cas, le génome viral est directement infectieux. En revanche, l'ARN négatif, de polarité anti-messager, doit être transcrit au préalable en ARN messager par une ARN polymérase associée au virion. Dans ce cas, le génome n'est pas directement infectieux. Le schéma de réplication des virus à ARN+, est sensiblement différent de celui des ARN négatifs. Tout d'abord, dans le cas de l'ARN viral positif. De manière concomitante, cet ARN viral sera à la fois traduit, puisqu'il s'agit de messagers, et répliqué. Le messager sera traduit en une polyprotéine qui sera clivée à l'aide de protéases cellulaires et de protéases codées par le viral. On appelle cette étape la maturation. Quant à l'ARN- qui découle de la réplication, il va être répliqué à l'aide d'une ARN polymérase, ARN dépendante, apparaissant lors de l'étape de maturation. À la fin, l'ARN génomique positif sera encapsidé pour former la nucléocapside. Comme exemple de virus à ARN positif, le poliovirus, l'agent de la poliomyélite. En revanche, les virus à ARN négatif ont un génome qui devra être transcrit, c'est-à-dire transformé en ARN+, ce sera alors du messager. Cet ARN+ aura deux devenirs, soit la traduction, ceci signifie que le messager sera traduit au niveau des ribosomes en protéines, mais dans le même temps, cet ARN positif sera transformé en ARN négatif n fois par l'ARN polymérase ARN dépendante, qui dans ce cas-là est une protéine structurale. À la fin du cycle, l'ARN génomique négatif sera encapsidé pour former la nucléocapside virale. Comme exemple de virus à polarité négative, on peut citer les influenzavirus, comme le virus de la grippe. Cette figure vous résume
le schéma de réplication intracellulaire, de bas en haut, d'abord les virus à ARN négatif, le virus rentre dans la cellule, libère ses composants, en particulier l'ARN génomique, et l'enzyme, ARN polymérase ARN dépendante, qui va transformer ce brin moins en brin plus. Ce brin plus va être retransformé en brin moins par l'ARN polymérase ARN dépendante. Puis ensuite, les brins plus seront traduits au niveau des ribosomes, en capside, et enfin assemblage et relargage du virus. Dans le cas des virus ARN positifs, après infection par le virus, ce virus va être déshabillé, libérer ses composants, notamment le génome positif. Ce brin positif sera également du messager, donc il sera traduit en une série de protéines, dont l'ARN polymérase ARN dépendante. L'accumulation de brins génomiques va ensuite conduire à l'assemblage du virus qui va englober le génome dans la capside. La figure du haut vous montre le cas particulier des rétrovirus. Ce cas est un peu particulier puisque le virus infectant une cellule va se décapsider, libérer son ARN, mais celui-ci devra impérativement s'intégrer au chromosome pour être transcrit, donner naissance au messager, avant que ceux-ci soient traduits. À la fin, les brins génomiques seront capsidés et le virus relargué. La plupart des virus se caractérisent par une importante variabilité dont le support est leur génome. Cette variabilité confère aux virus une adaptabilité exceptionnelle qui leur est indispensable pour survivre. En effet, leur statut de parasite cellulaire obligatoire les oblige à avoir des interactions étroites et quasi permanentes avec leur hôte et ses moyens de défense, ainsi qu'avec le milieu extérieur. Comme nous l'avons vu, l'information virale est codée par un génome constitué d'un ou de plusieurs fragments d'acide nucléique, ADN ou ARN. Lors de la réplication du génome viral, la séquence nucléotidique peut être modifiée par des erreurs lors de la synthèse du brin complémentaire à la matrice génomique. Ces modifications sont des mutations à type de substitution, insertion, délétion, inversion, des recombinaisons, des transpositions, des duplications et, pour les virus à génome segmenté, des réassortiments. Ces événements sont générés à des fréquences variables par les mécanismes suivants. Tout d'abord, la fidélité des enzymes de réplication virale. Par exemple, les ARN polymérases ARN dépendantes, dans le cas des virus ARN, font 1000 à 10 000 fois plus d'erreurs de réplication que les polymérases ADN dépendantes des virus à ADN. Ceci est lié à l'absence d'activité correctrice exonucléase 3'5' de ces enzymes et à l'impossibilité d'agir pour les enzymes cellulaires de réparation du fait d'une réplication le plus souvent cytoplasmique. Ensuite, autre mécanisme, la processivité des enzymes de réplication virale. Il s'agit dans ce cas de l'affinité de la polymérase pour sa matrice d'acide nucléique. Lorsqu'elle est faible, la polymérase va pouvoir se détacher du brin matrice en cours d'élongation et poursuivre cette dernière après un réamorçage sur un brin ou sur un site différent sur le même brin matrice. Ce mécanisme entraîne donc des recombinaisons. Les virus à ARN seront ainsi des virus hautement variables. Un exemple de cette forte variabilité est le virus de l'immunodéficience humaine. En effet, le virus du sida, le VIH, présente une incroyable variabilité génétique. Cet art de se transformer à volonté lui permet de se maintenir et d'échapper à nos défenses immunitaires. Il existe deux types principaux de VIH, le VIH1 et le VIH2. Le VIH1 est appelé également le VIH pandémique, avec trois groupes, le groupe M, N et O, et le VIH2, le groupe non pandémique. Dans le groupe M, on peut distinguer 10 sous-types génétiquement proches mais distincts. Ces sous-groupes se sont créés avec la progression de l'épidémie à travers le monde et leur distribution varie en fonction des régions. Exemple, le type B est prépondérant en Europe et Amérique du Nord. Quant au A et au C, prépondérant en Afrique.
Mais cette variabilité ne s'arrête pas là. Alors que le virus se réplique chez le malade, des erreurs de copie vont avoir lieu. Ces erreurs conduisent à la genèse de variants, d'autant plus nombreux que la réplication virale va être intense. Environ 1000 milliards de virus infectent une seule personne. Ainsi va s'accumuler des variants, par exemple pour le type B, comme l'indique cette figure. Ces milliards de virus ont tous un petit quelque chose de différent dû à une erreur de copie. Et il s'en trouvera un pour résister aux attaques du système immunitaire et aux traitements antiviraux. Cette image vous montre également un très bon exemple d'adaptation du VIH-1 en présence de l'immunité. C'est ce qu'on appelle l'échappement vis-à-vis des anticorps neutralisants. Le virus va ainsi échapper à la réponse humorale en générant de nouveaux variants non reconnus par les anticorps initiaux. Ceci est une source de copie future et on appelle ça l'échappement viral. Cette figure est une manière de mesurer la divergence des souches de VIH. En haut à droite, chez un seul sujet infecté 6 ans après l'infection. En bas à gauche, dans une cohorte de sujets infectés par le VIH sur une année, l'année 91. Et enfin, l'image en bas à droite, la divergence de toutes les souches de VIH dans un pays comme le Congo durant une année, l'année 97. Un bon exemple pour illustrer la variabilité des virus ARN est l'exemple des virus grippaux et leurs variations antigéniques. Chez les souches grippales de type A, il s'agit, comme on a vu, de réassortiments génétiques, on appelle ça des cassures, menant à des changements majeurs au niveau de certains gènes, le gène codant pour la neuraminidase, NA, et le gène codant pour l'hémagglutinine, HA. Dans ce cas-là, ces réassortiments débouchent sur des modifications antigéniques majeures, ayant des conséquences en épidémiologie, et c'est comme ça qu'apparaissent les pandémies. En revanche, pour certains types de virus grippaux, notamment les A et les B, il peut y avoir des mutations ponctuelles, comme nous l'avons vu dans le cas du VIH. On appelle ça des dérives antigéniques progressives. Ceci aboutit à des modifications antigéniques mineures, aboutissant à l'apparition de nouveaux variants. Et ceci a des applications en épidémiologie. Ceci explique que ces souches seront associées à des épidémies tous les ans. Ainsi, cette image vous montre la succession de pandémies et d'épidémies au cours du temps pour les virus grippaux. De gauche à droite, nous nous situons dans une période pandémique avec introduction d'un virus A, appelé HXNX, avec les cassures génétiques par réassortiment, puis ensuite les différentes épidémies qui apparaissent au cours du temps. Puis, 10 à 30 ans plus tard, l'apparition de nouvelles cassures antigéniques avec apparition d'une nouvelle pandémie, mais cette fois-ci avec un nouveau type de virus, exemple HYNY.